Attends, est-ce qu'on voit bien mon t-shirt? Salut. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va, enchantée, Charlotte. Oui, Ouais. sans deck. Ouais, voilà. Voilà, cette intro est finie. Non, on dit bonjour. Non. En plus, il y a 3 personnes là dans la salle avec nous, donc c'est Oui, super. c'est vrai, c'est un peu angoissant. On a bougé dans des studios où on a fait de la place pour les spectateurs. Il y avait énormément de gens qui voulaient être là, assister à l'enregistrement en direct. Foule en délire et tout. Voilà. Du coup, c'est un Merci peu le intimidant. CNC. Tout ça. En vrai, on va un peu moins rigoler aujourd'hui. On va Oui, parce que d'habitude, on se marre, c'est oui, vrai. de ouf, on parle que de sujets hyper drôles. Non, mais on va parler d'un sujet important. Et du coup, Marius va vous faire sa chronique. Et après, on en discute. Voilà. Eh ben, let's go. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Le 25 avril dernier, Aboubacar Cissé s'est fait tuer à la mosquée de la Grande Combe. Paix à son âme. L'agresseur lui a donné des dizaines de coups de couteau avant de le filmer agonisant en l'insultant, lui et sa religion. Au début, je m'étais dit que cette chronique se devait d'être un peu particulière. Pour pouvoir bien parler de mon sujet, j'allais chercher plein de data, les comparer, bref, appuyer ce que je dis avec des faits vérifiables et sourcés, un peu loin des espèces de billets d'humeur qu'on essaie généralement de faire ici en ouverture d'épisode. En fait, en me mettant à l'écriture, j'ai la flemme. J'ai pas la flemme de travailler, hein. D'ailleurs, ça va me demander plus d'énergie, je crois, de bien vous expliquer pourquoi j'ai la flemme de chercher des datas à comparer. Pendant la Shoah et la Seconde Guerre mondiale, entre 87 et 93% des Français n'ont rien fait. 5 à 10% de collabos, 2 à 3% de résistants. Étrange comme le camp du bien tant vanté aujourd'hui fut si minoritaire à l'époque. L'histoire ne se répète pas exactement, nous ne sommes pas en 1933. Mais on peut peut-être regarder ce qui est similaire. Comme j'aurais pas l'ego ici de prétendre que moi je suis dans le camp du bien, je vais pas parler de moi, je vais parler de vous. Parce que vous, je vous vois et je constate que vous êtes la majorité silencieuse. Ou plutôt la majorité qui trouve que certains font trop de bruit. Parce que des gens qui se font tuer, il y en a assez souvent en France. Vous êtes ceux qui disent qu'il faut arrêter d'en faire tout un fromage, ceux qui disent qu'il faut arrêter la victimisation. C'est vous qui me foutez la flemme. J'en ai ras le cul de rassembler des données, de sourcer mon travail, de vous mettre tout ça sous le nez pour que vous l'ignoriez et passiez à autre chose. Vous êtes des enfants qui se bouchent les oreilles. Alors plutôt que de vous expliquer gentiment une énième fois pourquoi il vaut mieux écouter le monde qui vous entoure pour le comprendre, aujourd'hui j'ai juste envie de gueuler un peu plus fort que vous. Pas pour vous convaincre. Si vous l'êtes, tant mieux, mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est juste de vous tendre un miroir objectif de ce que vous êtes en train de faire. Alors voilà, des gens se font tuer en France et on n'en fait pas tout un plat, c'est vrai. Il y a même un prêtre qui s'est fait poignarder il y a pas si longtemps et personne n'a hurlé à la montée de la christianophobie. Si vous êtes un peu con ou que vous jouez à l'être, vous pouvez vite vous dire que décidément certaines communautés cherchent plus l'attention que d'autres, suivez mon regard. Si vous êtes un poil plus malin, ce que vous pouvez faire c'est regarder le contexte. Petite liste. Si ça ne vous interroge pas un minimum que aucun officiel ne se soit rendu sur place rapidement après le drame, sachant que le ministre de l'Intérieur lui-même se trouvait à 10 km de la mosquée le jour même, ministre de l'Intérieur qui disait il y a quelques semaines « abat le voile » sur un plateau TV sans que ça pose problème à personne. Une immense partie de la classe politique refuse de parler d'attentats et d'islamophobie, souvent les mêmes personnes qui ont l'accusation d'antisémitisme très facile depuis des mois, prouvant qu'elles savent être vigilantes à la haine de l'autre. On parle de meurtre de la Grande Combe pour Aboubacar alors qu'on parle de l'affaire Thomas pour Crépol. Éric Zemmour peut dire tranquille à la radio « si le Malien avait été expulsé, il ne serait pas mort », alors que le cadavre est encore chaud. Rima Hassan ait été interrogée pendant des heures par la police pour soupçon d'apologie du terrorisme autour de propos qui relevaient pourtant du droit international, alors qu'on écarte le parquet antiterroriste dans l'affaire Aboubacar Cissé. Le gouvernement veut dissoudre Urgence Palestine pour islamisme, là où l'association a évidemment pour terrain de lutte le droit du peuple palestinien. La dissolution se base sur des accusations de faits graves, sans aucune preuve ni condamnation judiciaire pour le collectif pour venir étayer. On veut couper des subventions à des universités pour islamo-gauchisme. Dans ce contexte, des musulmans expliquent qu'ils commencent à flipper. Si tout ça ne vous interroge pas, félicitations, vous êtes dans les 87 à 93% des Français de 2025. Maintenant, vous savez, enfin, si vous auriez été résistant, colapo ou énorme mouton dans le déni. Ne me remerciez pas. Pour les pas contents, allez chercher des datas vous-même si vous voulez m'expliquer pourquoi j'ai tort, les commentaires sont là pour ça. Pour les autres, on peut peut-être discuter un peu de tout ça avec Charlotte, parce que maintenant que les bases sont posées, il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Tu dis qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est marrant que tu finisses ta chronique sur ça parce que moi j'ai l'impression justement qu'il y a une forme de lassitude aussi de redire toujours les mêmes choses. Quand tout ça s'est passé, on s'est dit est-ce qu'on a assez de fond, de choses à apporter plutôt que de rajouter du bruit à un bruit qui est ignoble en plus. C'est-à-dire que c'est un peu le problème de la montée du fascisme, quoi. C'est-à-dire qu'avant, nous, les gens intelligents, on dit attention, il va y avoir une montée du fascisme. Après, il y a le début d'une montée du fascisme, du coup, on dit il y a le début. Et après, on est en mode oui. Bon. Oui, c'est ça. Et en fait, je trouve que du coup, pour des gens de gauche, ce qui se pose comme question aussi, c'est vraiment de se mobiliser pour continuer à en parler en des termes intelligents, peut-être en répétant
des choses, mais je crois et on en a parlé avant, quand on choisissait les sujets et tout pour cet épisode, et on s'est dit qu'il y a vraiment des choses qu'il faut répéter en fait, et que c'est aussi notre rôle. Et du coup, je trouve ça hyper dur de continuer là, globalement, toute l'année 2025 a été comme ça, quoi. Genre de continuer à avoir des choses à dire sur une actualité sur laquelle globalement on alerte depuis des années, quoi. Mais c'est aussi pour ça que, du coup, le fait que les choses s'aggravent et tout, ça permet de plus en plus aussi de faire des comparaisons historiques. Alors bien sûr, la comparaison, elle a énormément de limites et tout. On n'est pas du tout là pour établir un signe égal. Puis en plus, on n'en est pas du tout encore à la déportation des musulmans en France. Inch'Allah qu'on n'y arrive pas. L'aggravation de la situation, elle permet aussi, c'est ce que je dis, elle permet des comparaisons historiques qui peuvent aussi venir éclairer les sujets en fait d'une nouvelle lumière. On voit des mécanismes un peu froids d'évolution de la société et de différents camps sociaux et tout, qu'on a déjà vu en fait aller à peu près comme ça dans cette direction, à peu près dans ces termes et tout. Après, je pense qu'il y a un danger aussi. Bon, après, au-delà de genre, est-ce que c'est pertinent de comparer ces époques-là et tout. Enfin, évidemment, il y a un parallèle qu'on a envie de tracer. Après, je pense qu'il y a aussi un danger de s'enfermer dans une lecture un peu de cycle historique qui se répète, oui, voilà. Et de se dire oui, du coup il va se passer ça, il va se passer ci, et du coup de devenir un peu passif à dire en fait on sait déjà comment ça va finir, comment ça va se passer. C'est pas le but. Le but, c'est justement de servir des comparaisons historiques pour dire faudrait peut-être essayer de faire autrement, quoi. Oui, parce que je pense aussi que les gens tu disais vous dans ta chronique, et je pense que les gens auxquels tu dis vous, c'est aussi des gens qui sont supposément sensibles à l'histoire, justement la résistance, c'est un truc qu'on a tellement glorifié, tu vois. Mais pour moi, c'est aussi que, en plus, quand t'es dans une lutte comme ça pour, par exemple, la reconnaissance de l'existence de l'islamophobie, puisqu'il y a manifestement plein de gens qui ne reconnaissent pas l'existence de déjà ce truc-là. Les termes sont même pas posés, quoi. Mais du coup, politiquement, t'as toujours envie de trouver des éléments de comparaison pour aller convaincre. Donc que ce soit des éléments historiques ou d'autres éléments. Et du coup, par exemple, là, je parle des dénonciations pour antisémitisme qui existent depuis des mois et tout. Et c'est toujours pertinent, en fait, en général, d'essayer en tout cas, ça a une certaine pertinence de voir comment la société s'empare de certaines oppressions et pas d'autres. Et du coup, c'est pour ça que je le fais. Et je voulais quand même rappeler ici que, il y a aussi pas mal de tropes antisémites qui consistent à dire qu'il y a un privilège juif, parce qu'on n'a vraiment pas le droit de les toucher et tout. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut voir le truc. Enfin, je veux dire, il est normal de condamner à 100% tout antisémitisme. C'est pas un privilège juif, c'est juste une discrimination pour les musulmans de pas avoir la même reconnaissance en fait de leur oppression. Je pense que ça c'est important parce que c'est un truc qui existe beaucoup, même encore plus depuis le 7 octobre et tout. C'est marrant parce que je voyais ce matin, juste avant de venir, le dernier Club Batat, shout out, où il parle, où il a fait un, j'ai mal dit, c'est pas grave. Il a fait un short Pardon, t'es seul. Pardon, mais il a fait un short d'Apathy, qui est Jean-Michel Apathy, qui raconte, je sais plus si sur Quotidien et tout, un truc comme ça, mais il parle du bannissement des médias des personnes qui ont une parole raciste, et il compare le bannissement de Dieudonné et Soral après leur antisémitisme, qui est normal, mais du coup qu'on ne voit plus sur les médias en fait du tout, et qui ont été interdits de plein d'endroits et tout, avec la montée médiatique de Zemmour et Geoffroy Lejeune qui ont été condamnés pour racisme, islamophobie, etc. Et en fait, il explique mécaniquement que du coup, quand on est islamophobe, on gagne en image médiatique, on est plus mis en avant dans les médias, et que quand on est antisémite, on l'est pas. Enfin bref. Il y a vraiment deux manières très différentes de saisir de ces deux oppressions. Oui, mais du coup, c'est important ce que tu disais au début, de dire faut lutter pour qu'il y ait plus de droits et de respect pour tout le monde, plutôt que de dire en vrai, on parle beaucoup de l'antisémitisme et tout. Et je trouve de toute façon, je comprends ce que tu veux dire, mais de toute façon, pour moi, c'est vraiment toujours une pente glissante de comparer des oppressions qui s'inscrivent dans des contextes historiques super différents et tout. Oui. Genre, mais pour moi, c'est toujours un peu une pente glissante où ça peut être repris, tordu et vraiment dérapé, quoi. Oui, mais après, c'est volontaire pour moi. Si tu tords et que tu reprends les choses alors qu'on est hyper clair comme on est là, tu vois, c'est... Je suis d'accord. Non, en vrai, mais en fait, j'ai l'impression que c'est super bateau ce que je dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une époque, je sais pas si c'est de la sidération, de l'apathie, ou juste j'ai l'impression qu'on est sonné, mais du coup j'ai l'impression qu'on est beaucoup à être complètement désensibilisé. Tu vois, le débat qui se joue sur les mots, sur le truc, est-ce que l'islamophobie c'est pertinent, je sais pas quoi, nanana. En fait, j'ai l'impression que juste on n'a pas beaucoup de temps pour parler juste de l'empathie à l'égard des musulmans. Je trouve qu'on a vraiment à peine dit que, je sais pas, il y a un mec qui s'est fait tuer dans un lieu de culte, dans le contexte que t'as rementionné, etc. En fait, je sais pas comment on peut avoir si peu d'empathie pour juste ne pas écouter les gens quand ils te disent, comme tu l'as dit dans ta chronique, genre juste, en fait, j'ai peur.
Et je trouve que c'est tellement grave d'avoir si peu d'écoute et de banaliser tellement genre le climat après, dans lequel tu peux vivre. C'est des systèmes de pensée qui sont cohérents à l'intérieur d'eux-mêmes, tu vois. Une fois que tu décides que genre on fait tout un foin d'un truc pour en faire un sujet parce que c'est électoraliste, parce que voilà, il faut aller chercher les gens dans les quartiers et que du coup c'est que pour ça, bah dans ce cas-là, tout ce que tu vois est à la lumière de ça, tu vois. Et du coup, bah tu te dis oui, les larmes de crocodile, oui, c'est bon, on en fait une tonne sur la peur et tout. Enfin, moi, ouais, mais d'ailleurs, mais c'est pas que pour les musulmans, c'est aussi pour les personnes juives qui disent qu'ils ont peur, etc. Et je trouve que on ouvre des cellules psychologiques et des trucs et tout pour un oui ou pour un non dans plein d'autres cas. Et là, j'ai l'impression que vraiment ce n'est pas un sujet. Genre la santé psychologique, quand t'es musulman ou quand t'es juif dans ce pays, c'est juste qui est en train de couler dans des trucs hyper crades et immondes. C'est genre juste pas un sujet, quoi. En vrai, je comprends ce que tu dis, mais je trouve que... Mais c'est aussi que c'est un sujet politique. Enfin, après, sur le terrain de la lutte, j'ai l'impression que, pour ce qui est de l'islamophobie, c'est aussi, on est dans un moment où il y a des lois islamophobes qui sont passées, enfin, il y a des mesures islamophobes qui sont prises et tout. Du coup, avant d'en faire un sujet psychologique, même en tant que militant, on a envie d'en faire un sujet politique, en fait. Non, mais pour moi, ça se contrecarre pas, tu vois. Oui, c'est vrai, ça va ensemble. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu disais sur les discussions autour du terme, islamophobie, tout ça. C'est vrai que là, on a beaucoup de débats sémantiques. Et c'est aussi une manière facile d'avoir des débats sémantiques, d'éviter d'avoir des débats sur le fond. Voilà. C'est-à-dire de passer des heures à se questionner pour comment on va nommer les choses, plutôt que de dire, en fait, on s'en fout de comment on les nomme. Ce qui est important, c'est ce qui se passe. Et genre, comment on traite ce qui se passe, en fait. Oui, et puis même, non, mais moi, ce que je disais, c'est pas juste considérer le plan psychologique, etc. C'est juste quel terrain préalable tu poses pour réfléchir à la situation, tu vois. Si tu parles même pas du climat de peur dans lequel vivent des millions de gens dans le pays, je sais pas, pour moi tu parles dans le vide, tu vois. Tu parles de trucs abstraits, etc., qui sont complètement désincarnés, où tu donnes pas la parole aux gens, enfin. Et en fait, du coup, pour moi, c'est pas du tout traiter la question psychologique avant de traiter la question politique ou inversement, tu vois. C'est genre, pour moi, c'est un préalable, je sais pas, genre l'empathie, c'est un préalable de base, tu vois. Sinon, tu comprends rien au monde si t'as zéro empathie avec les gens et t'entends pas les premiers trucs qu'ils disent, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais après, j'ai l'impression que c'est un truc global aussi dans notre rapport à la politique. On a tendance à être très froid, très en surplomb, très dans les datas, tu vois. Non, en vrai. Pas pour tout le monde de la même manière. Ouais. Tu dirais quoi, par exemple ? Je sais pas, tu vois, à peu près au même moment, le truc du lycéen qui a poignardé des camarades de classe, dont une enfant, du coup, qui est décédée. J'ai l'impression que là, l'aspect émotion, empathie avec la peur que les jeunes peuvent ressentir, la montée de la violence, etc., t'avais toutes des sujets qui tournaient exclusivement autour de ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais en même temps... Et genre l'émoi qu'il y a quand il y a un truc, un crime qui se passe et qu'on remonte les trucs Vigipirates, etc. Enfin, t'as vraiment un truc où il y a une espèce d'écoute qui se met en place. Ouais, peut-être. Mais j'ai l'impression que ça, c'est quand c'est... déjà, c'est majoritairement quand c'est des blancs qui meurent qu'il y a de l'empathie dans les médias, quoi. Oui, mais du coup, c'est ça, c'est empathie. Moi, je trouve qu'elle existe à certains endroits, tu vois. Genre, c'est pas qu'on est complètement désensibilisé. Mais je pense qu'il y a une raison raciste à ça. Ouais. Et il y a une raison aussi de... en fait, les gens, comme ils pensent tout s'inscrivant... Enfin, comment dire ? Dans les médias, on a tendance à penser les choses comme de manière... on a tendance à penser les choses en se demandant comment elles s'inscrivent dans un contexte politique. Du coup, dès qu'il y a, par exemple, un meurtre ou des trucs comme ça sur des personnes qui appartiennent à des communautés qui sont au centre de l'actualité, on va parler plus que de l'actualité et plus du tout de l'empathie, quoi. Et c'est aussi un mécanisme, je trouve, de la politique, de comment elle se passe, tu vois. Même si... mais en tout cas, pour moi, c'est pas un truc périphérique. C'est un truc assez central, même. Voilà. Je crois que... C'est un truc assez central, genre, il faut avoir plus d'empathie. Oui, mais non, mais c'est ce que je disais au début, c'est genre ultra bateau, mais en fait, moi je crois que c'est quand même un grave problème que certaines personnes soient absolument incapables de la moindre empathie à partir du moment où c'est des musulmans ou à partir du moment où c'est des personnes juives ou à partir de... Enfin, en fait, c'est juste, pour moi, c'est quand même pas un truc périphérique, tu vois, c'est quand même vraiment, moi ça me questionne. Oui. Genre il y a des gens au-delà de ce que tu peux penser politiquement ou de ce que tu peux dire, de ce qui s'est passé, etc., juste ne même pas capter qu'il y a des gens qui sont terrorisés en fait en ce moment même quand on parle et que ça compte en fait.
Moi, je sais pas. Je pense que c'est un truc aussi de manque d'identification, tu vois. Les gens s'identifient pas. Et les gens, enfin, aussi, oui, on a tendance à avoir beaucoup des grandes ouais. catégories dans nos têtes. Penser genre, les musulmans, ils pensent comme ça. Les juifs, ils pensent comme ça. Je suis d'accord. Et donc, en fait, on va parler de ce qu'on pense de ce qu'ils pensent plutôt que juste d'essayer d'accueillir des paroles spécifiques. Enfin, bref. Oui, et puis je suis d'accord que le fond du truc de l'empathie, c'est aussi ce manque d'identification où du coup, t'as une espèce de fracture de genre... qu'on nous pousse à ressentir, tu vois, en mode il y a des gens, c'est des intrus, c'est des parasites, c'est des, enfin tu vois, tous ces mots horribles ou genre en gros, ou même sans aller jusque là, c'est des autres quoi, tu vois, c'est des étrangers, on peut pas les comprendre, mais on croit savoir qu'ils pensent comme ci, comme ça. Et moi je crois que ça c'est vraiment, en fait c'est le cœur du racisme, c'est le cœur du problème. Tu veux dire soyons humanistes et colorblind, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Mais non, mais j'ai l'impression que tout ce que je dis sur ce podcast, je deviens une réac bizarre. Mais pas du tout. Pas du tout. Tu parles d'empathie, t'es pas une réac bizarre. Bah oui, non, mais c'est d'expliquer l'empathie à film. Mais non, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est dépolitisant ce que je dis, alors que non, au contraire, tu vois, je suis en mode, non, c'est un vecteur de politisation, mais pour moi, c'est un truc qui me manque de ouf. C'est à toi de le dire mieux, alors. Oh, c'est bon, ça suffit. Bah, dites dans les commentaires. Là, ce truc paternaliste que tu viens. Oui, c'est vrai. Ça m'a vraiment dit ma petite, c'est vrai. Bon, bref. Dites dans les commentaires si vous avez compris que c'était politique, l'empathie, et si vous n'avez pas compris, Charlotte, elle va rebosser sur son discours. Je suis fatiguée. Sinon, elle a écrit 850 billets pour ça, donc normalement, vous devriez trouver des ressources. Mais tu sais, languependu.fr. Bon, c'est bon, faut arrêter cette chronique. Moi, je pense que c'est la fin. C'est fini. Oui, le débat, bref. Le Corée d'empathie. Outro. Oui, c'est bon, là, on coupe, là, c'est coupé, là. Par contre, je crains qu'avoir un pape facho, ça ait du poids politique. J'en sais rien, mon frérot. Je sais pas. C'est bien, t'as voulu. Mais non, mais... Oh, insupportable. Bon, donc on va parler... Bonjour. Oui, bonjour. On va parler du pape. On va parler du pape. Bon, je m'en vais alors. Non, mais parce que... J'avais une idée, mais le problème, c'est qu'on sait pas encore qui est le pape, du coup, on va parler de l'ancien pape. Voilà, donc en fait, on parle dans le vide, comme des abrutis. Mais non, il y a quand même des trucs à dire sur le pape d'avant. Mais je pense que vous, au moment où vous regardez la chronique... Vous savez. Ah là là. You know. Petite prière. Petite prière pour avoir le... pour commencer. Pour ne pas avoir le vilain pape. Non, mais on était en mode premier degré. Est-ce que tu connais des prières? Moi? Ouais. Non. Ok. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes, un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. En 2013, quand le pape François a été élu, j'étais en 4e et j'étais en vacances avec mes parents, avec la télé allumée dans un coin de la pièce. À l'époque, il y avait une mode, peut-être que vous l'avez connue aussi, et peut-être qu'elle est dérivée des tattoos de Justin Bieber ou un truc comme ça, mais je saurais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, il y avait une mode autour des chapelets chrétiens. Donc en voyage scolaire à Rome quelques mois plus tôt, moi j'en avais acheté un que j'avais jamais osé mettre. J'étais de culture chrétienne, mais globalement à l'époque, j'étais plus intéressée par le guide du zizi sexuel que par la Bible. Mais ce jour-là, le jour de l'élection du pape François, je me rappelle que j'avais quand même trouvé ça un peu stylé. Genre ce que je trouvais stylé surtout, c'était la petite formule Habemus Papam, qui est en fait un reflet de la passion des cathos pour le latin qui donne à tout un air savant globalement. Alors sur Facebook, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais tapé très savamment Habemus Papam comme statut avec un petit smiley. Et je me rappelle distinctement m'être sentie part d'une grande famille. Et j'avais peut-être touché vaguement du doigt à cette époque-là une forme de spiritualité héritée du fait que j'ai toujours adoré la protection des hommes, mais bon, ça c'est un autre sujet parmi ceux de mes grands paradoxes existentiels. En tout cas, l'idée d'un papy universel à la figure sympathique et à l'endoctrinement tout gentil me faisait de l'œil. Au-delà de ça, j'ai pas vraiment de souvenir du conclave et des débuts de la papauté de François. Donc il vous aura pas échappé qu'il est mort il y a quelques semaines, notre papy universel. Le lundi de Pâques, s'est exclamée ma grand-mère trépieuse avec un sourire ému. Et avec sa mort me sont revenues en tête les nombreuses occurrences pour lesquelles on m'avait parlé de lui. Les nombreux proches à m'avoir envoyé Laudato Si, son encyclique, pour me dire « Hey, regarde, le pape, il est écolo !» Ou les vidéos où il comparait l'avortement à l'engagement d'un tueur à gages pour me rappeler que l'Église n'aime pas beaucoup les femmes. Ève en sait quelque chose. Bref, c'est de là que ma question est venue. Le pape fait partie de mon paysage depuis toujours, mais sans que j'y fasse forcément attention. Parce que moi, je suis une meuf de la politique et de la révolution, et que la religion, c'est l'opium du peuple à Skip. En fait, il était sympa, le pape François, on l'aimait bien, on l'aimait pas... Et surtout, pourquoi une petite meuf de gauche politisée a tout d'un coup commencé à consommer tout un tas de contenu autour de l'influence des pontificats? Quelle est cette influence réelle et encore bien actuelle des papes dans une société soi-disant laïque? Déjà, pour répondre à la question à 10 millions, le pape François était-il de gauche? Je vous renvoie à l'épisode du même nom qu'on avait réalisé en 2023 après son passage à Marseille, pendant lequel il avait ardemment défendu la cause migratoire en mettant tous les fachos de France et de Navarre en PLS au passage. Dans cette chronique écrite par Marius à l'époque, Mar disait notamment « La morale ne
préside pas à la décision politique, mais elle sert plutôt à justifier certaines actions une fois celles-ci décidées. Eh bien, je réitère, que le pape soit de gauche ou de droite ne change pas grand-chose aux actions politiques que lui n'entreprend pas. En revanche, que certaines de ses actions puissent être adossées à la parole pontificale, ça change pas mal de choses pour beaucoup de gens dans le monde. 1,4 milliard très précisément. Et ça change aussi leur seuil d'acceptation du monde tel qu'il est. Le pape, il existe depuis 2000 ans en tant que chef de la religion catholique. À la base, il exerce le rôle classique d'un évêque. Chez les cathos, les évêques, ce sont les descendants des apôtres du Christ qui ont globalement pour mission d'aller répandre ces messages sur la terre. Le pape, lui, il occupe une place particulière parce qu'il est l'évêque de Rome et en ceci, il descend directement de l'apôtre Saint Pierre, qui est un personnage très particulier dans la Bible, puisqu'il est la pierre sur laquelle Dieu construit son église. Je vous passe les détails, mais en gros, ça fait de lui le chef de la doctrine de l'église. À chaque fois qu'un pape meurt ou abdique, c'est le mot exact abdiquer, mais bref, vous avez compris, les cardinaux, donc les plus proches conseillers du pape, se réunissent en conclave, ça vient de cum clave en latin, aka avec une clé donc enfermée dans une pièce. La pièce se trouve être la chapelle Sixtine parce que les cathos sont extrêmement simples. Enfin bref, ils se retrouvent enfermés dans une pièce pour élire le nouveau pape et c'est là qu'on voit la fameuse fumée blanche qui sort de la chapelle Sixtine et que j'écris Habemus Papam avec une énorme faute d'orthographe sur Facebook, c'est QFD. Le pape François, comme tous ses prédécesseurs, a donc à partir de ce moment-là, de la fumée blanche qui sort de la chapelle Sixtine, exercé un magistère, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de dire à tous les cathos du monde comment interpréter la doctrine de l'Église. Bah oui, parce que chacun le sait, les textes écrits il y a des millénaires peuvent provoquer des lectures assez différentes. La lecture de François, elle était très influencée par son origine. C'était le premier pape qui venait du sud global. Et c'est pas rien niveau doctrine. Concrètement, ça fait que les droitards de notre pays l'ont qualifié de woke à de nombreuses reprises. François, déjà, a choisi de s'appeler François en référence à Saint François d'Assise, un srabe très porté sur la simplicité et la proximité avec les pauvres. Il a refusé d'habiter dans les luxueux appartements pontificaux, a fait de la cause migratoire le centre de son discours, a créé plus que jamais des liens avec les autres religions et a été une voix très forte contre le génocide à Gaza, ce qui n'est pas rien. Il a aussi placé la question écolo au cœur des réflexions qui nous laissent, ce qui n'est pas rien non plus, dans un moment où l'écologie a littéralement cessé d'exister sur la scène politique. Il a réformé longuement l'administration du Vatican, qu'on appelle la curie, et a globalement représenté la foi populaire contre les élites et contre la concentration du pouvoir des chefs de l'église. Ça n'est pas allé sans quelques petits dérapages, on est quand même chez les cathos. Je suis obligée de vous rappeler que notre papy François a quand même comparé, comme je vous disais tout à l'heure, l'avortement à l'engagement d'un tueur à gages, ou a dit des homosexuels qui n'étaient pas des criminels, mais tout de même des gens en train de pécher. Mais enfin, le bilan du pontificat est quand même sacrément plus à gauche que ses prédécesseurs maxi-conservateurs et que ses successeurs pourraient l'être. Est-ce qu'on s'en fout, nous, les anticléricaux historiques ? Bah en fait non, parce qu'on n'arrête pas avec Marre de rappeler dans cette saison de VDJ qu'en ces temps de fascisation, les gens font davantage de la morale que de la politique, et qu'avoir une assise morale avec le pouvoir spirituel du pape, c'est un poids politique énorme. En témoigne d'ailleurs le nombre de chefs d'État présents aux funérailles du pape François il y a encore quelques jours, et même, je rappelle quand même que Emmanuel Macron a mis les drapeaux français en berne dans un pays laïque. Alors on peut s'en tenir à la laïcité et quand même s'intéresser aux batailles politiques qui traversent le grand monde de la morale religieuse. On peut être dégoûté du constant recadrage du plus grand drame de notre époque qui est Gaza sur l'aspect guerre de religion, mais s'intéresser très sincèrement aux tropes antisémites ou au temps sacré des musulmans. Dans un monde comme le nôtre, on doit pouvoir être capable, je crois, de faire la part des choses et de reconnaître l'influence immense et même en recrudescence du spirituel sur nos stratégies politiques. Inculte, on sera bon qu'à commenter. Instruit, on peut comprendre que dans pontifical, il y a le mot pont et que le pape fait littéralement le pont entre la terre et le ciel, entre le politique et le spirituel pour des milliards d'êtres humains engagés dans le 21e siècle. Alors c'est pas parce que c'est religieux que c'est moins politique et on le verra très bien si le successeur de François, que vous connaissez maintenant à cette heure-ci, fait lui aussi, comme tant d'autres, allégeance au fascisme rampant. La fumée blanche qui sort de la chapelle Sixtine, à partir de là, on l'observe donc avec un peu plus d'attention. C'est marrant, les chroniques un peu comme ça, explicatives, on n'a pas l'habitude. Saviez-vous que dans épisode de La Carme des Jours, il y a Epi qui vient donc c'est vrai de ouf. Et Zod qui... Non, en fait, moi j'aime trop les... Genre déjà quand les gens donnent des noms de collectifs ou d'artistes et tout, moi j'aime trop savoir l'histoire derrière les noms et tout, genre je suis un peu une bandeuse de ça. Et alors là, quand j'ai vu le truc de pontifical, c'est le pont et tout, je te jure, je suis partie dans mon historique YouTube, t'as pas envie de savoir. Genre je suis vraiment partie dans des... Tous les liens seront en source de l'épisode. Ouais, non, mais non, pas tous. Non. Parce que vraiment, je suis partie dans des explorations de la chrétienté. Okay. Bref. Bon, en tout cas, non, mais c'est cool. À part ça, c'est... En vrai, c'est bien beau tout ce que tu dis là. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait du boulot aussi à faire dans l'église, quoi.
Et donc c'est vrai que Francisco là, il a fait pas mal progresser le bail comme il pouvait. En même temps, moi j'ai une espèce de sensation que dans l'époque qu'on traverse, avoir un pape de gauche, c'est avoir un pape dont la politique se saisit en disant oui, lui il dit ça parce que, enfin, oui, c'est le gentil catho, quoi. Mais que finalement, le poids politique dont tu parles, en tout cas à première vue, moi je trouve qu'il n'est pas si prégnant que ça. Par contre, je crains qu'avoir un pape facho, ça ait du poids politique, parce que justement, comme on est dans une époque qui se fascise, bah là, il va pouvoir servir de prétexte. Alors s'il est noir, encore mieux. Alors là, un noir facho, mais là vraiment c'est... Oui, parce qu'il y a un des prétendants, le cardinal Sarah, qui est guinéen. Qui vient du Sud global, merde, en plus. Qui est guinéen, mais qui est un des plus conservateurs. Après, je sais pas qui on aura, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont pressentis, qui sont italiens, qui sont... Des disciples de François. Ouais, qui étaient vraiment proches de François. Et en vrai, d'après ce que j'ai compris, c'est assez imprévisible comme truc. Donc là, on peut pas savoir du tout dans quel sens ça va aller. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que de toute façon, on est un peu baisé, quoi. Oui, mais en même temps, genre, je suis d'accord avec toi que ça aura probablement plus de poids contre nous si le pape est d'allégeance un peu facho, pour le dire gentiment. Mais en même temps, je crois quand même que on a vécu des temps très cléments avec le pontificat du pape François et qu'on s'en est pas tant rendu compte, mais qu'il y a aussi eu un truc où quand même les papes, c'est des diplomates, le Vatican, ils ont quand même une culture de la diplomatie qui est assez poussée. Enfin, j'entendais une interview d'un diplomate qui disait que niveau diplomatie, c'est quand même un poids énorme, parce qu'ils ont des représentants dans tous les pays et ils sont hyper forts en diplomatie. Après, ce que j'avais entendu aussi, c'est que le pape François, il n'a pas eu tant de temps que ça pour faire des actions diplomatiques, parce qu'il a été très concentré sur un truc qui nous a pas concerné, en fait, qui est la réforme de la curie, là, la réforme de l'administration du Vatican. Donc en fait, il a été très pris et embourbé plus ou moins dans cette réforme, mais du coup il a pas eu... Est-ce que tu pourrais dire vite fait ce que c'est, en gros, en quoi ça consiste, cette réforme? J'en sais rien, mon frérot. Je sais pas. C'est bien, t'as voulu. Mais non, mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que c'est très... il a voulu, en gros, simplifier beaucoup comment ça se passe dans l'administration au Vatican, et enfin toujours dans cette démarche de simplicité et de se rapprocher d'un exercice du pouvoir populaire, tu vois, plus que genre avec des espèces de pouvoirs qui se concentrent, etc. Après, je saurais pas te dire exactement qu'est-ce qu'il a fait, etc. Mais je pense qu'il y a mille il a fait explications. La 6e République du Vatican. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que on l'a pas forcément beaucoup ressenti, parce que c'est un pape qui, du coup, s'est beaucoup concentré sur ça, mais que l'influence d'un pape sur la diplomatie, ça peut être assez majeur. Et pareil, il y a aussi un truc que j'ai pas mentionné, mais qui s'est passé pendant le pontificat de François, c'est toutes les révélations successives des scandales sexuels dans l'Église, sur lequel, pour le coup, il a pas été très avant-gardiste du tout, et qu'on lui a reproché d'avoir mis beaucoup de temps pour s'exprimer, de pas s'être exprimé en avance, etc. Mais il y a quand même eu tous les trucs autour des scandales dans l'église, de pédophilie, de l'abbé Pierre, enfin tout ça s'est passé pendant ce moment-là. Et en vrai, si on avait eu un pape... Alors, il n'a pas fait grand-chose, mais si on avait eu un pape réac à ce moment-là, je pense que ça aurait été... Oui, c'est ça. Je ne sais même pas si ça aurait pu se produire. Oui, mais du coup, on a quand même... Du coup, on n'a pas la vision que ça s'est produit aussi, probablement parce qu'il y avait un moment de clémence, tu vois. Oui, bien sûr. Enfin, comment dire, pas de clémence, mais de genre... de possibilité des paroles qui s'expriment. Et on s'en rend pas compte, en fait. Mais genre, quand ça va se refermer, cet espace qu'on a eu, si ça se referme, ça va pas se refermer, mais ça va être méga... Je pense qu'on va s'en apercevoir. Je pense que oui, c'est ça, on va aussi beaucoup savoir dans les années qui viennent, en fait, parce que moi j'ai du mal à évaluer l'influence potentielle que ça peut avoir. Tu vois, d'un côté, j'ai l'impression qu'avoir un pape de gauche, en gros, ça sert à pas... Enfin, ça sert à des trucs, mais on l'écoute pas trop, et par contre, je présume qu'avoir un pape vraiment plus de droite et tout, on risque de s'en servir, mais en même temps, pour me nuancer moi-même, je sais qu'on... Bah non, mais désolé, mais parce que je sais qu'on parle... Enfin, il y a un sujet ces dernières années aussi sur un retour à la spiritualité des jeunes, des jeunes français et tout, machin. Et aussi, les jeunes, comme on le sait tous, bien évidemment, c'est tous des woke avec des cheveux bleus. Non, mais en vrai, il y a quand même plus... Non, mais je veux dire, il y a aussi plus d'awareness politique dans la jeunesse, quoi, à plein de thèmes qui traversent notre société. Ouais. Et alors c'est peut-être une théorie de comptoir un peu fumeuse, mais je me dis que
bah au moins il y a une cohérence entre les deux, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, et que je pense que le message... C'est-à-dire une cohérence entre les deux, c'est-à-dire entre les deux, c'est quoi les deux? Entre genre être un peu progressiste et essayer d'être respectueux de chacun dans la société, tu vois, et se poser des questions là-dessus, chose que la jeunesse fait pas mal, et avoir une spiritualité plus proche du message du Christ, n'est-ce pas, qui est le premier communiste, que la famille Le Pen aimerait avoir comme spiritualité. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais de toute façon, je pense qu'il y a des liens hyper forts à tisser entre... Je sais pas, moi, par exemple, j'ai un pote... D'accord, donc... Vas-y, pardon. Je vais vraiment me faire foutre. Désolé, j'étais dans ma tête. Non, vas-y, dis ce que t'allais dire. Non, mais en gros... Non, mais en fait, j'allais juste répéter, mais oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même un lien à faire entre le fait que les jeunes ont besoin de plus en plus de retrouver une forme de spiritualité et qu'il y a eu ce pape aussi. Enfin, pour moi, c'est... Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Beaucoup de et même choses en termes global, en fait, c'est plus dans... En fait, je pense que parce que tu parles beaucoup de politique dans ta chronique, et moi, j'ai du mal à évaluer ce que je dis, l'influence politique que ça va avoir. Mais par contre... alors c'est toujours chiant de parler que en termes sociétal et tout, mais on voit tous un peu ce que je veux dire. Je trouve que en termes sociétal, par exemple, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, j'ai un pote qui arrête pas de dire moi je suis pas politisé, je suis ni de droite ni de gauche, j'en ai rien à foutre de la politique et tout. Par contre, qui va à l'église depuis quelques mois / années alors qu'il y allait pas avant et tout, qui se considère plus comme croyant et qui dit le message du Christ, c'est par contre je reconnais que c'est un message vraiment de gauche, j'aime pas frère Paul Adrien, le pote des milliardaires d'extrême droite, enfin tu vois, et que en fait je pense qu'il y a quand même dans les gens qui découvrent ou redécouvrent la religion catholique, là il y a eu une influence, quoi, parce que quand tu plonges dans quelque chose, si la figure qui a le magistère actuel c'est une figure basée ça change quand même le rapport que tu as à ça. Enfin, c'est ce que tu dis. Ouais, je suis d'accord. Et puis le fait que ça soit le pape qui soit cette figure-là, je trouve qu'il y a aussi une forme de... Enfin, tu vois, moi je disais, même sans être politisé ni dans des bails religieux, t'as une forme d'indulgence ou d'écoute, comme si c'était un vieux sage, tu vois, où tu vas plus l'entendre qu'un homme politique, ou je sais pas, tu vois. C'est quand même une figure très particulière, le pape, qui j'aurais pas trop trouvé d'équivalent, mais j'ai l'impression que du coup c'est... En fait, son soft power, il est, pour utiliser ce mot insupportable, mais il est quand même, je pense, assez monumental, et particulièrement sur les jeunes, je pense. Ouais, peut-être. Mais bref. Si vous êtes jeune, dites-nous si vous êtes influencé par le pape. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a eu premier influenceur mondial. Non, mais oui, mais par exemple sur Gaza, tu vois, je pense que ça a influencé beaucoup aussi. C'est possible. Il a eu quand même une parole. C'est vrai qu'on a vraiment besoin de quelqu'un pour dire c'est horrible de génocider. Mais je suis d'accord en même temps. Bien sûr, dans le monde actuel, on a besoin de ça. Non, mais il avait des liens. Mais puis même, pour le coup, sur ça, il était assez irréprochable. Ouais. Et oui, bref, bon voilà quoi. Anything else ? Non. Ok, non, du coup, on saura à quelle sauce les cathos vont être mangés dans les prochains jours. Ouais, non, mais même, je pense qu'ils le savent, hein, les gens. Oui, nous, on le saura dans les prochains jours. Ouais. Et vous le savez. On est encore dans l'ignorance. Eh ben, prions alors. Prions. Allez, ciao. Allez, la paix du Christ. Hein. Bisous. Beaucoup trop de rêves. Bien, tous les épisodes commencent par moi qui dis ça tourne. Ça tourne. Et vous remarquez, j'ai pas fait la blague. Quoi. J'ai pas fait la blague de la dernière fois. Hein. Parce qu'à chaque fois, j'ai vraiment envie de dire Saturne parce que je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Mais je me suis fait cancel par Simon, donc je dis plus. A few moments later. Saturne. Au son et à l'image. Allez, c'est parti. Ça fait 15 000 fois que j'oublie de quoi on parle dans cette chronique, et c'est vraiment le sujet de la chronique, c'est la culture. Voilà. C'est la culture. On l'oublie. J'avoue, petit disclaimer, j'ai dit la culture. En vrai, il y a des moments où je parle de la culture. Après, la plupart du temps, c'est quand même plus sur les arts vivants parce que c'est un truc que je connais mieux. Les arts vivants. Les arts vivants. Bah oui, on en a des os, hein, mais parce que la culture, c'est genre le cinéma a des milliers et des millions et des millions et des millions d'euros et la MJC avec une pièce de théâtre et 3 pélos dedans. Donc voilà. Ouais. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Le 18 février dernier, je suis allé devant la Comédie Française à un rassemblement pour soutenir le monde de la culture, de plus en plus menacé par les gouvernements qui se succèdent.
Moi je suis comédien, alors quel genre de gauchiste je serais si je vais pas aux manifs où je suis un des premiers concernés, je me suis dit. Et ben pourtant, malgré ma connaissance profonde et absolument inattaquable de l'intégralité des sujets abordés à ce rassemblement, je me suis dit que ça faisait bien longtemps que je m'étais pas senti aussi impuissant politiquement. Et pourtant j'ai fait les manifs contre la loi retraite, quand 90% du pays s'est fait rouler dessus à coups de 49.3. Alors je me suis demandé d'où ça venait. Pour essayer de me répondre à moi-même, déjà j'ai regardé ce que c'était que ce rassemblement. Pourquoi on gueule ? Les revendications, en gros, c'était pour protester contre le gel de la part collective du pass culture, c'est-à-dire en gros un budget public qui permettait jusqu'ici à de nombreux artistes de vivre de leur travail en faisant de l'action culturelle dans des écoles ou autres, et plus globalement les coupes de subventions et d'aide à la création, tant au niveau national que parfois local, qui ont des conséquences dramatiques si j'ose dire, sur énormément de compagnies et de lieux. Enfin, il y avait aussi des auteuristes qui aimeraient bien pouvoir vivre de leur travail et donc demandent la création d'un statut similaire à l'intermittence pour elles et eux. Que des trucs avec lesquels je suis globalement d'accord. Alors il venait d'où le malaise que j'ai ressenti ? Déjà on était 12. L'orga du rassemblement parle de 200 à 300 personnes présentes, c'est dire si on était nombreux. Et je dis pas ça pour blâmer les camarades absents, au contraire, mais je pense qu'il faut se demander pourquoi si peu d'engouement ? Réponse de mon petit doigt, je suis pas le seul à me sentir impuissant dans cette lutte. Ouais, ça c'est de la source sérieuse. Évidemment. Et maintenant, le raisonnement logique qui découle de cette source béton. La vérité, c'est que le monde de la culture, disons des arts vivants pour être précis, et parler de ce que je connais un peu, on est ken avant même d'avoir dit quoi que ce soit pour une raison toute simple. Nos revendications se font auprès d'un gouvernement qui nous finance et qui ne nous aime déjà pas. Difficile de faire les malins dans cette situation. Ouais, mais t'abuses, la France et ses représentants se vantent tout le temps d'être un fleuron de la culture et des arts, donc tu peux pas vraiment dire que vous êtes mal aimé. Et justement, la France, terre de culture, c'est devenu un élément de communication. Dans notre beau monde capitaliste global, qu'a la France à offrir sur le marché ? La culture. Ici, l'art vivant l'est toujours. Molière, les Lumières et tout, merci pour la Sephore les frérots, nous, on perpétue l'héritage. Tant qu'on peut le dire, c'est que c'est vrai. Mais pour le dire, est-ce qu'on a besoin de garantir la liberté artistique des créateurs et des créatrices ? Est-ce qu'on a besoin que les artistes de ce pays puissent vivre de leur art ? Non. Pour le dire, on a juste besoin de quelques opéras et grosses pièces de théâtre et de foutre quelques ateliers à droite à gauche dans les programmes scolaires, les espaces d'insertion, les entreprises même, pourquoi pas. Bref, on a besoin d'une belle façade en fait. Mais au-delà de la façade, faire de l'art, ça demande du temps. Ça demande du travail, de la recherche, de la réflexion. Bref, que des trucs inutiles et impossibles à monnayer. Et on aime de moins en moins les trucs impossibles à monnayer à l'Élysée et à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi ça serait pas mal de réussir à dégager tout ça tout en restant un fleuron de la culture. Bon, et du coup, c'est quoi votre réponse à ça, les cultureux ? C'est un peu le problème. La réponse, c'est en gros de dire que si vous voulez de la culture, faut la subventionner. Que c'est scandaleux de faire perdre leur source de revenus à des milliers d'intermittents en coupant comme ça dans les aides. Ok. Mais du coup, on fait quoi le jour où en face, ils assumeront de nous répondre « Mais démerdez-vous les inutiles, nous on veut plus de vous ». En fait, on a du mal à avoir du recul sur notre propre condition. Aujourd'hui, l'État distribue des enveloppes de subventions qui deviennent pour nous, travailleurs et travailleuses, donc des parts de gâteau qu'on se dispute, bien malgré nous, pour essayer de survivre, voire de vivre de notre art. À un niveau individuel, fair enough. Fair enough. Je parle pas anglais. On va pas crever la gueule ouverte pour nos convictions. Tout le monde essaie de survivre, blablabla, en vrai je suis d'accord. Mais quand même, il faut pouvoir dire que quand on obtient des parts de ce petit marché d'État, que ce soit 300 000 balles de prod pour un spectacle ou 10 000 pour mener quelques ateliers, on devient des complices objectifs de ce que l'État fait à notre milieu. Mais ça c'est normal, après tout on est aussi des complices objectifs du capitalisme quand on achète des Kit Kat Balls. Je suis pas là pour faire la leçon, d'ailleurs. Je passe moi-même le mois prochain un concours de théâtre public qui fera une compagnie heureuse avec 20 000 balles en poche et 9 autres malheureuses avec que leurs yeux pour pleurer. Ce qui me fait chier, c'est quand l'acceptation de ce mode de fonctionnement nous empêche de penser des revendications politiques fortes. Alors je suis pas là pour donner des leçons de militantisme à des syndicats qui sont plus sur le terrain que moi, je vais pas arriver avec des solutions clés en main pour leur expliquer comment mieux lutter. Mais je les ai écoutés. J'ai lu les communiqués qui expliquent pourquoi la culture est importante en France, et là je me dis qu'il est peut-être temps d'arrêter d'en appeler à la cohérence des gouvernements en leur expliquant pourquoi ils tiennent à la culture, ils y tiennent pas de toute façon, et de penser la société différemment. Parce que si on veut vraiment une culture accessible au plus grand nombre, que ce soit côté professionnel comme côté spectateur, ça demande des revendications politiques autrement plus fortes que garder le statut de l'intermittence ou continuer à pouvoir apporter la bonne parole dans les quartiers. Ça demande de penser à un salaire à vie par exemple, un travail de terrain poussé pour l'action culturelle, peut-être moins descendant, ou que sais-je encore. Ça demande d'entrer en lutte en étant force de proposition, en créant des solidarités avec d'autres luttes. Et ça demande aussi de se regarder dans le miroir. C'est un autre aspect que j'ai pas le temps de développer dans cette chronique qui commence déjà à être longue, mais si le milieu des arts vivants peut donner l'impression de bouger assez timidement sur toutes ces questions, c'est aussi parce qu'il est majoritairement tenu par une bourgeoisie culturelle qui détient les moyens de production pour le dire en bon marxiste. Il va donc falloir plus que des spectacles de gauchistes, que je peux adorer par ailleurs. Il va falloir penser profondément les structures qui organisent notre milieu et réfléchir à comment les dépasser, les subvertir, nous les approprier. La bonne nouvelle, c'est que la gauche change, et avec elle, les jeunes générations qui composent le futur de plein de milieux. Et quand je vois les engagements sincères de plein de mes camarades théâtreux, j'ai un peu d'espoir. Alors, au boulot les copains. Oui, fair enough.
Désolée, mais... J'écrirai plus de mots en anglais. Surtout les trucs avec un G et un H, là, c'est horrible. Vraiment, c'est taf. Envoyé C'est vraiment taf. C'est très taf. Comme d'habitude, moi, je vais être un peu la réac de cet épisode. je fais un disclaimer. Non, mais en vrai, moi, j'ai l'impression que la question de est-ce que dans ce moment où il y a tellement 36 000 revendications politiques à tenir, à faire front, etc., déjà que les gens sont mous, etc., est-ce que vraiment défendre le spectacle, c'est un truc essentiel de notre lutte? Oui, c'est ça que j'allais dire. Non, j'ai cru que t'avais fait un AVC, c'est juste... non, mais parce que je me suis entendu parler, je me suis dit, est-ce que t'es en train de dire... Non, mais je trouve que c'est une bonne question. Mais en vrai, c'est une question réelle, je pense qu'il faut la poser, quoi. Mais vu que tu parles des autres luttes, je trouve que justement, moi, c'est un peu ce que j'essaie de dire dans ma chronique, que c'est vrai qu'on est dans un moment politique aussi où il se passe tellement de choses et on est en danger globalement, que ce soit énormément de gens, quoi. C'est là que c'est important de créer des solidarités avec d'autres luttes. Et ça veut pas dire, convergence des luttes, tout est pareil, intersectionnalité, hyper facile et tout machin, mais ça veut dire essayer d'être malin et regarder où est-ce qu'on peut lutter ensemble, sur quel terrain. Et je pense que l'action culturelle qu'il y a dans plein de lieux, il y a de l'action culturelle en prison, l'action culturelle en gros c'est des ateliers donnés par des artistes. Là je prends des exemples ultra spécifiques, mais ce que je veux dire c'est que je pense que avoir un projet radical pour penser différemment le milieu de la culture et des arts vivants, ça va forcément aussi créer des solidarités avec des luttes qui ont des projets de société radicaux. Et c'est sûr que je trouve que lutter dans son petit coin pour dire on veut garder les 507 heures, alors là c'est plus compliqué et du coup on est 300 pélos. Je suis d'accord avec toi, mais du coup moi ce qui me pose question c'est aussi qu'il n'y a pas trop de remise en question de la culture quand elle est de gauche. Pour moi c'est rarement efficace. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, comme tu dis, d'actions culturelles où c'est un peu ce relent humaniste mou et inintéressant qui dit on va apporter la culture, je sais pas, dans les quartiers populaires, dans les trucs, on va faire des trucs un peu cringe qui en fait mettent vraiment les classes populaires mal à l'aise. Et du coup ce que tu disais sur la bourgeoisie culturelle, c'est ça qui est compliqué, je trouve, de rallier des gens à cette lutte là, c'est qu'on a aussi des fois l'impression de défendre une espèce de culture bourgeoise qui s'envoie des fleurs à longueur de temps pour avoir un fond humaniste qui est en fait complètement inoffensif et qui nous fait perdre du temps, tu vois. Et du coup moi j'ai l'impression que j'ai aussi une rancœur contre cette culture là qui moi me parle pas, me politise pas et du coup ça m'intéresse pas de la défendre, tu vois. En vrai il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, mais du coup déjà sur l'action culturelle, en vrai je suis assez d'accord avec ce que tu dis et tout, ça existe ce que tu décris là, mais je pense que c'est aussi beaucoup une conséquence des structures dans lesquelles c'est fait. C'est-à-dire pas assez de temps, pas assez d'argent et une parole très très descendante, mais presque c'est aussi dans les grilles de dossiers DRAC que t'envoies pour avoir de l'argent pour faire des ateliers. Il y a un truc, il faut porter un message républicain, quoi. Et donc en fait, c'est pour ça que je parle de gagner du terrain en gagnant du temps, en gagnant de l'argent, c'est aussi d'avoir le temps d'effectuer un travail de profondeur et donc un travail qui se situerait peut-être plus à un niveau d'échange aussi, tu vois, pour l'action culturelle. Sauf que ça c'est toujours la même chose, tu vois, partir des gens, travailler avec eux, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont à apporter, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus d'investissement. Et donc, in fine, si tu veux être payé, ça demande beaucoup plus d'argent, tu vois. Et là, aujourd'hui, on dit allez porter le message républicain. Moi, je suis pas si d'accord avec ça. Genre en mode, j'ai l'impression que on rend le truc vraiment plus compliqué. Enfin, justement, il y a tellement une forme de bourgeoisie dans la culture que j'ai l'impression qu'ils sont aussi déshabitués à travailler avec moins de moyens. Comment dire ça ? Je dis pas qu'il faut qu'ils travaillent avec moins de moyens, mais juste, des fois, il faut arrêter d'abuser. Genre, pour faire une culture populaire, il n'y a pas forcément besoin de 10 millions d'euros. Non, je dis pas ça. Genre. Mais après... mais du coup, je trouve que c'est vraiment en mode, faire un truc vraiment politiquement efficace, c'est forcément un truc qui coûte méga cher, machin. Non, mais ça demande plus, ça coûte plus cher. Pour moi, ça demande du courage, c'est tout. Hein. Et peut-être de secouer un peu et de se dire, en fait, pourquoi il y a... non, parce que les gens sont empêchés. Enfin, je veux dire, en plus, tu parles de la bourgeoisie culturelle, mais les gens qui font les gens qui font des ateliers, qui font de l'action culturelle et tout, c'est plutôt l'inverse, tu vois. C'est justement, c'est pas la bourgeoisie culturelle. Non, c'est moi, les ateliers artistes... culturels que j'ai vus ou les gens qui en font, désolé, mais pour moi, c'est pas forcément de la bourgeoisie en termes de genre posséder des moyens de production, etc. Mais c'est plus un truc un peu moraliste, mou, qui vient d'un endroit où ils ont l'impression de faire le bien sans se remettre en question. Mais je pense que là, tu fais une grosse généralité et que ça dépend vachement peut-être. Des travailleurs et des travailleuses, des endroits où ils le font, de qui le fait et tout. Non, mais je suis d'accord que je fais des grosses généralités, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui sous-tend, tu vois, le fait que les gens ont pas envie de lutter pour ça, tu vois.
Et j'ai l'impression que ce que tu disais à la fin de ta chronique, que... dans le truc de il faut subvertir ce truc-là, moi je suis archi d'accord. Mais je pense que l'action culturelle spécifiquement, c'est trop petit et tu peux pas arriver et dire, enfin je veux dire, oui, il y a des actions culturelles hyper cringe, hyper descendantes, insupportables et tout. Il y en a d'autres aussi, mais je pense que c'est plus un problème global et que le truc de se regarder dans le miroir, pour moi, c'est aussi, penser profondément la question du manque de diversité déjà dans les salles de théâtre, par exemple. Et ça, je sais que c'est un débat infini que tout le monde a en permanence dans ce milieu, qui est insupportable, qui est insolvable, parce que bien sûr, on va pas re-rendre le théâtre populaire en un coup de baguette magique, mais je trouve que ça empêche pas d'essayer de penser cette question au quotidien et de voir où est-ce qu'on peut ouvrir des brèches, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je pense que même pour ceux qui sont pas la culture dominante dans les théâtres, etc., je pense qu'il y a aussi une question de pas assez de remise en question et à un moment, genre juste... regarder ce que tu produis comme art et être en mode est-ce que c'est cet art-là que j'ai envie de défendre, est-ce que politiquement ça a du sens ou est-ce que je suis juste en train de me reposer sur ce que j'ai toujours considéré comme... en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une partie de cette frange-là d'acteurs du milieu culturel qui partent du principe qu'à partir du moment où ils font de l'art, ils sont de gauche et qui du coup n'ont jamais une question, un œil politique, un regard politique et critique sur leur travail. Et du coup, j'ai l'impression que ça, il faut que ça soit fait avant de se poser la question de pourquoi il n'y a pas de gens aux manifs de culture machin, etc. Je pense que c'est primordial. Mais le truc, c'est pour moi, en disant ça, t'individualises un peu le truc, tu vois. Tu te dis, les gens, faites des spectacles vraiment de gauche ou soyez vraiment de gauche. Alors que pour moi, il faut essayer de voir, mais quelles sont les structures qui produisent ça, tu vois. Et le fait que justement, les arts vivants soient globalement tenus par une bourgeoisie culturelle qui se refile le CDN et tout. Je suis hyper caricatural. Attends, laisse-moi essayer de finir, s'il te plaît. Évidemment, les arts, ils sont aussi traversés de modes. Et quand les arts, ils sont majoritairement, en tout cas, ils sont en grande partie bourgeois, et du coup les modes, c'est des modes qui viennent de l'esthétique bourgeoise et de la pensée bourgeoise. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut penser structurellement, et donc qu'en essayant de penser la culture différemment mais au global, si on la pense plus inclusive, de fait elle va intégrer plus de gens qui ne viennent pas de la même classe, du même milieu social, et donc de fait elle va se renouveler. Mais tu vois, c'est un truc structurel, et là on est hyper loin de ça, et genre c'est un peu des vœux pieux ce que je fais, mais c'est juste pour essayer de penser le sujet. Mais même au-delà d'être inclusif, je pense que ça va pas solutionner d'être inclusif si c'est en surface. C'est genre vraiment, pour moi, c'est repenser en profondeur. Si t'as des revendications de gauche pour la culture, dans ce cas-là, ce que tu produis comme culture, est-ce que c'est aussi de la culture de gauche? Et pour moi, dans la majorité des trucs de culture auxquels j'ai assisté, etc., qui se revendiquent justement des actions culturelles de gauche, c'est pourri jusqu'à l'os, tu vois. Je suis en mode, il y a vraiment un big travail à faire. Et en vrai, oui, peut-être je fais trop de généralités, je lance un peu la pierre, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête quand même. Bah ouais, en fait, pour moi, c'est un truc que t'es obligé d'essayer de penser structurellement, et après, quand t'en parles comme ça, du coup, tu regardes au cas par cas. Donc non, je regarde pas au cas par cas, je pense structurellement aussi. Je pense qu'il y a un truc structurel dans ça. Non, mais ce que tu dis sur moi, j'ai vu des choses, du coup, tu parles de choses précises, c'est ça que je veux dire par le cas par cas. Mais d'accord, j'ai l'impression que c'est un ressenti qui est quand même très partagé, en tout cas par beaucoup de gens qui viennent des classes populaires, qui, genre, juste ce truc de les jeunes, il faut les rapprocher de la culture, du coup, on va aller leur apporter la bonne parole. Mais oui, mais c'est un truc qui est structurel, tu vois. Je suis d'accord. Oui, non, mais je suis d'accord. Et c'est la principale manière qu'ont les gens de la culture d'aborder le lien des classes populaires à l'art, tu vois. Non, mais je me fais aussi le défenseur de certains et certaines de mes camarades, mais en même temps, je sais, enfin, c'est juste que c'est plus précis aussi ce que tu dis là, et genre, je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans la chronique, le truc de vraiment remettre en question profondément les choses. Et d'ailleurs, même dans les communiqués de la CGT spectacle, il y a un moment, il y avait un truc sur le pass culture, donc ce truc qu'a mis en place Macron et tout. Donc il y a la part collective qui a été supprimée, qui était en gros un truc de subvention pour faire des ateliers, mais il y a aussi la part financement des activités des jeunes. Et donc la CGT spectacle se plaignait en disant oui, le pass culture, ce truc censé rendre l'accès à la culture plus simple pour tout le monde, y compris les jeunes des quartiers populaires. On voit bien qu'il y a que les jeunes blancs bourgeois qui l'utilisent pour aller au théâtre, et que tous les autres ils s'achètent des mangas à la Fnac. Oh là là, c'est insupportable. Et donc la Fnac, ça leur fait un chiffre d'affaires de temps qui vient de l'argent public et tout. Je suis en mode, mais les gars, du coup, s'ils préfèrent aller à la Fnac qu'aller voir vos spectacles, posez-vous les bonnes questions. Oui, faut pas dire on les force pas à aller voir nos spectacles plutôt que d'aller s'acheter des mangas. Bah oui, donc c'est pour ça que ça demande une remise en question profonde. C'est de ça dont je parle. Carrément, je suis d'accord, bien sûr. En fait, mais c'est que on dort. Enfin, il y a une image de. On dort doré. Pardon. Mais en fait, globalement, on dort, quoi. Oui. Non, mais je veux dire.
Je trouve vraiment, que pour moi, l'image que j'ai de la culture, désolée, c'est horrible. Non, mais c'est vrai que quand tu vas au théâtre, Genre, c'est on pas dort, du tout le quoi. cas partout de tout le monde, et encore moins de mes amis. Hein. Mais non, mais bien genre, sûr. non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que la catégorie de bien-pensance, pour le coup, je trouve qu'elle est hyper applicable au théâtre, tu vois. Il y a vraiment un truc de vernis de gauche et de dire que des trucs inoffensifs politiquement. T'as énormément de spectacles où t'en sors et t'es en mode ah, le message c'est le féminisme c'est bien, ou les migrants il faut pas être méchant avec eux, et t'es en mode bah oui d'accord, mais du coup quelles sont les causes d'oppression des femmes, comment politiquement ça s'imbrique, enfin tu vois ce que je veux dire, de toute façon il y a un super bouquin qui s'appelle Contre le théâtre politique d'Olivier Neveu qui parle de ça précisément, de genre de la fausse politique au théâtre, etc. Et qu'est-ce que ça serait de penser un théâtre profondément politique. Et donc c'est des trucs c'est des questions que les gens se posent déjà dans le milieu. C'est pour ça que j'avais envie de défendre aussi un peu, parce que ma chronique elle peut paraître un peu injuste d'arriver de dire mais vous faites de la merde, vous y connaissez rien, alors que moi-même je suis pas dans les syndicats et tout, tu vois. Mais en même temps oui, c'est des choses que plein de j'imagine syndicalistes, personnes en lutte, universitaires, artistes pensent déjà, mais en même temps le milieu il est quand même globalement traversé encore par ces questions-là, et c'est important de continuer à les adresser et de creuser. Oui, je suis d'accord. C'est facile de jeter la pierre. Après, je pense qu'il y a des gens effectivement qui sont concernés par ça, et c'est pas un truc où je dis que tout le monde est comme ça. Non, mais en vrai, moi quand je vais au théâtre, 8 fois sur 10, je suis vénère en sortant de la salle, moi-même. Donc en fait, voilà. en vrai, je suis d'accord. Voilà. Mais bref. Bon super. Il faut se réveiller, quoi, on dort. Essayer de réinventer tout ça, ça passe aussi peut-être par essayer de voir quels sont les moyens de production alternatifs qu'on peut trouver. Dont tu parlais aussi au début, parce que tu as lié le truc aux luttes, mais ça peut être une question aussi, putain c'est dommage de dire ça en toute fin d'épisode, mais tant pis, de dire mais est-ce qu'on a vraiment besoin de la culture dans une société? Et j'avoue que c'est une question qu'on n'a pas du tout traitée, ni dans ma chronique, ni dans le débat, mais parce si, on l'a traité, mais en fait on l'a traité en... moi ma réponse implicite c'est j'ai pas envie de refaire le débat, genre est-ce que la culture est importante et tout, machin. Voilà, c'est ce que évidemment qu'elle est importante, mais moi ma question c'est est-ce que cette culture-là, c'est celle qu'on a envie de descendre? Mais ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment elle est importante, ça ne coule pas de source non plus. Et pour moi, c'est juste que nous, on se place dans cette optique-là, et on est en mode, bah voilà, regardons l'état de la culture dans les pays qui ont complètement arrêté de la subventionner. Enfin, en fait, il y a un truc bizarre dans la culture, c'est que la logique de marché, enfin déjà, on est un peu contre la logique de marché de manière générale, mais elle a du mal à être pertinente, enfin, elle a encore plus de mal à être pertinente dans le milieu de la culture, parce que il y a tout un pan de, on l'a déjà dit aussi dans des épisodes où on parlait un peu de cinéma et tout, de l'expérimentation, de tout ça, qui, pour faire avancer l'art, a besoin d'être subventionné si on veut que les gens y survivent, en fait, parce que c'est des trucs niches, mais en même temps... Oui, mais après t'as ce truc là dans... En fait moi aussi le reproche que je fais, et après je pense qu'il faut qu'on arrête cet épisode, mais en vrai c'est aussi qu'il y a genre dans le milieu des assos, etc. En fait dès que tu veux être un peu subversif et tout, faut prendre le temps de penser contre toi, de penser à l'envers, de penser avec les gens, et en fait j'ai l'impression que se cacher derrière oui mais en fait on n'est pas subventionné, du coup on peut pas le faire, je trouve que c'est un peu facile aussi, tu vois. Genre en mode, j'ai l'impression que c'est comme si tu disais on leur donne pas les moyens d'être politique, tu vois. Je suis en mode tu peux aussi être politique avant, tu vois. Ouais, mais non, mais moi je trouve que c'est non, je suis pas d'accord avec toi, du coup t'individualises trop le truc à ce moment-là. Et comment ça j'individualise, ça n'a aucun rapport. En mode, c'est vous travaillez pas bien, travaillez mieux. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que en vrai, je pense que si t'as vraiment un truc de lutte dans ta manière de faire de l'art, si c'est dépendant d'une subvention, c'est complètement biaisé, tu vois, c'est complètement bizarre. Pour moi, c'est ça que je voulais donc dire en dernier, justement, c'est la question des moyens de production alternatifs. Je ne sais pas comment la résoudre. Je pense que de toute façon, c'est pas moi, je redis, j'arrive pas à clé en main et tout, mais je pense que c'est un sujet aussi qui mérite d'être creusé, tu vois. En mode, la subvention paraît essentielle et obligatoire à garder, au moins pour certains aspects, certaines niches, certains trucs de l'art, parce que c'est aussi ça qui permet d'avoir du temps. Ou bien, sinon, c'est comme avant, c'est que les bourgeois qui ont énormément de thunes et rien d'autre à foutre de leur vie qui ont le temps de faire progresser l'art. C'est pour tous les endroits de lutte, tu vois. Ouais, le chantier de trouver d'autres moyens de production, je sais que dans le cinéma, c'est un truc. Enfin, les gens qui ont réussi à grappiller du pouvoir, ils ont créé leur propre boîte de prod, et ils essaient de grappiller une autonomie et tout par rapport à ça. Et le milieu du spectacle, c'est un milieu qui est tellement plus petit que c'est difficile de penser des dispositifs comme ça. Enfin, j'en sais rien, j'ai l'impression que ça peut vite être hyper débile et hyper cliché de dire des trucs comme ça, mais je pense que en pensant d'autres moyens d'organisation des formes artistiques et d'autres moyens de diffusion, y compris justement en les rendant plus accessibles à d'autres personnes et donc plus ouvertes, mais au sens profond, tu vois, et pas juste amener la bonne parole en jouant dans la cité une date le soir, quoi. Et ça peut aussi amener une réflexion sur comment récolter de l'argent, enfin, tu vois, comment justement pouvoir financer ce truc-là en s'émancipant de l'État. Mais c'est...
Mais je sais pas, mais en tout cas, je pense, ce que je veux dire, c'est que c'est des chantiers qui peuvent être liés les uns aux autres et qu'il faut ouvrir en fait. Parce que là, du coup, on est dans la position bâtarde que je décrivais au début de la chronique. Qui concerne toutes les assos, qui concerne tous les gens qui portent une parole différente, tu vois, globalement pour moi. Tu m'as coupé la chic, je sais plus quoi dire.